C'est l'été sur Génération Éco. Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Pour ce troisième et dernier hors-série de l'été, nous allons parler d'actions éco-citoyennes et aussi un peu de l'avenir qui se présente à nous et dont nous sommes les acteurs principaux. Je reçois Julien Vidal, fondateur du mouvement Ça commence par moi et créateur du podcast 2030 Glorieuse. Bonjour Julien. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Avec plaisir, merci de me donner la parole dans votre podcast. Moi c'est Julien, je suis le fondateur de Ça commence par moi, qui est un mouvement éco-citoyen qui porte une démarche ambitieuse et rayonnante. Et depuis 1 an et demi, je suis un voyageur des utopies réalistes, notamment avec le podcast 2030 Glorieuse. Effectivement, on va en reparler tout à l'heure de ce podcast. Est-ce que vous pouvez raconter en fait un peu la genèse quand même de Ça commence par moi ? Oui, c'est un ras-le-bol de notre système, un ras-le-bol d'avoir l'impression de faire partie de la solution, alors qu'en fait, je pense que j'étais plutôt en train de traiter les conséquences plutôt que les causes. Le début de ma carrière professionnelle étant dans les ONG de solidarité internationale. Et puis aussi une envie d'arriver une bonne fois pour toutes à détricoter le vrai du faux sur le pouvoir de l'individu, le pouvoir des citoyens. Et cette tendance qui, à l'époque, m'hérissait les poils et qui continue à le faire, de penser que le citoyen est seul dans sa bulle, en silo, consommateur et de cette société libéraliste, alors qu'en fait, on a un vrai pouvoir de réduction, mais on a surtout un pouvoir d'influence, un pouvoir de mobilisation, un pouvoir de participation à la construction d'alternatives, qui fait que si on ne peut pas, nous, en tant que citoyens, porter l'essentiel de la responsabilité du changement et de toutes les choses à faire pour enfin se mettre à la hauteur des enjeux climatiques de notre époque, on est... des étincelles et il faut qu'on assume ce rôle à tous les niveaux. Une étincelle qui réveille et une étincelle qui met le feu aux poudres aussi. Ouais, et du coup, alors moi j'ai lu, il y avait un bouquin aussi qui s'appelle du même nom. Il y en a plusieurs, ouais, tout à fait. Il y en a plusieurs, ouais, effectivement, on en reparlera tout à l'heure. Du coup, c'est donc suite à un voyage, c'est ça, cette prise de conscience quand même À des expériences du coup en Colombie et aux Philippines à travers mon métier, donc dans les ONG, de travailler avec des personnes qui sont exploitées par ce qu'on appelle la société thermo-industrielle et qui font nos trucs, nos machins, nos bidules, qui vivent cette inégalité de la répartition des richesses, cette inégalité dans l'accès à la santé, cette inégalité dans la possibilité de profiter toutes et tous d'une éducation décente et digne, etc., etc. Et cette vision, en plus que ce système d'exploitation du vivant plus général, puisque là je parle des êtres humains, mais en fait c'est vraiment tout le système Terre un peu qui est sous la coupe malheureusement de l'humanité en ce moment, puisque pour la première fois nous arrivons à nous rendre compte que nous, en tant qu'espèce animale, nous arrivons à littéralement perturber le fonctionnement d'un système qui a mis plus de 4 milliards d'années à se stabiliser, à se développer, à se complexifier. Donc ça, c'est assez fou quand même. Et en fait, c'est de me rendre compte que on a fait tout ça pour supposément le confort, le bonheur, le plaisir des Occidentaux, et que quand je rentre en France après 7 ans, en ayant majoritairement vécu à l'étranger, je me rends compte que cette promesse, elle n'est même pas tenue, puisque les Français... À l'époque, quand je rentre, je les voyais vraiment au fond du trou. Je vois mes proches en quête de sens, en burn-out, avec des problèmes de santé qui sont vraiment, vraiment dramatiques. Et je me dis, mais si encore, nous les Occidentaux, on profitait de ce massacre, ça vaudrait le coup. Mais je me rends compte qu'en fait, cette promesse, elle n'est pas tenue et qu'elle profite vraiment à une minorité, mais une infime minorité, et que cette injustice, elle n'est pas tenable. Et que même si jusqu'à présent, j'avais l'impression déjà de faire un grand pas pour contribuer à... je sais pas, je vais le dire comme ça, un monde meilleur. En fait, je me rendais compte que j'étais loin du compte et qu'il fallait mettre l'urgence climatique et de la perte de l'extinction, de la biodiversité comme priorité numéro 1 de toutes mes futures actions. D'accord, ouais, et en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs livres aussi qui ont été écrits en fait, donc sur différentes thématiques, avec même des vrais guides, avec des fiches à détacher, ce genre de choses qui ont été mis en place pour aider les personnes à faire le pas finalement de cette transition. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter le processus de création de vos livres, comment ça se passe en fait pour faire ce genre de bouquin ?
J'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un peu dans cet imaginaire que j'avais idéalisé et de me dire, waouh, quelle classe quand même de pouvoir écrire un livre. Et le jour où ça s'est présenté à moi, j'y croyais pas trop. Et à la fois, je l'ai fait parce que j'avais le sentiment qu'il y avait un vrai besoin. Quand je portais cette aventure, ça commence par moi, des 365 actions que j'ai testées et racontées sur Internet. D'une certaine manière, je me mettais un tout petit peu déjà dans la peau d'un auteur, d'un journaliste, je sais pas comment le dire, mais chaque jour, en rédigeant un billet de blog, et en fait, je voyais en trame de fond que les questions qui revenaient souvent n'étaient pas tant sur comment vraiment agir, mais pourquoi agir, et avec qui, et comment lever les obstacles, et comment expliquer sa démarche à ses proches, etc., etc. Je voyais que c'était pas tant sur l'expression de notre changement, mais sur tout ce qui peut le retenir, le limiter, voire l'endiguer complètement. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le premier livre, pour raconter justement cette démarche de changement sur moi-même et sur mes proches. Et puis ensuite, vous disiez qu'il y a effectivement un guide pratique. Ça, c'était le deuxième. Ça va changer avec vous, qui est paru chez First en 2019, si je dis pas de bêtises. Et là, l'idée n'était pas du tout de rajouter un énième guide à un sujet qui devenait de plus en plus complet grâce à tout un tas de livres super bien faits, mais en fait de proposer un outil qui soit vraiment une boîte à outils justement, qui puisse permettre d'accélérer dans son mouvement, parce que je pense qu'il y a personne qui doit débuter, il s'agit d'accélérer et surtout de sortir de ce sillon et de cette posture individualisée, individualisante. Et donc avec ce livre, ça va changer avec vous. Il y avait tout un tas d'arguments, de méthodes, de perches tendues, mais aussi des outils pour que les gens puissent assumer leur rôle d'ambassadeur du changement et vraiment faire vivre ce changement autour d'eux, dans leur famille, avec leurs amis, leurs collègues de boulot, etc., etc. Le dernier livre que j'ai sorti en date, il s'intitule « Redonner du pouvoir à son argent ». Et là aussi, l'idée, c'était... en fait, plus j'avance sur ces questions et plus je me rends compte que le levier de la transformation de l'utilisation qu'on fait de l'argent est sans doute le levier le plus important, à la fois pour réduire notre empreinte, mais aussi pour ouvrir en grand le robinet du monde de demain. Et ça, c'était que trop peu dit. Donc là où il y avait un besoin, en général, j'essaie de consolider ma pratique, mon expérience et de le transmettre dans un livre. D'accord. Alors, si on revient sur le site web, justement, ça commence par moi, .fr, hein, c'est ça, ou .org? Ouais. .org, ok. Donc, ça propose 365 actions concrètes donc sur l'éco-citoyenneté ambitieuse. Hein. Est-ce que vous arrivez à mettre à jour ces actions, ou est-ce que vous les avez écrites une fois et puis finalement elles tournent comme ça de façon un peu aléatoire? Comment ça fonctionne? Effectivement, il y en a aujourd'hui toutes 400 et la première année, je l'avais fait vraiment comme une démarche personnelle et en voyant à quel point cette initiative avait de l'écho et qu'il y avait plein de gens qui revenaient vers moi en me disant tu devrais essayer ça, je me suis dit mais pourquoi en fait ne pas donner voilà cet espace qui avait été ouvert avec Ça commence par moi pour que d'autres puissent avoir la fierté de mettre en avant leurs bonnes pratiques, parce que j'avais pas du tout envie d'attirer la couverture à moi et de prendre la lumière avec ces questions. J'avais juste au contraire envie de les faire exister le plus haut possible et je trouvais que l'incarner ça pouvait aider. Mais donc la deuxième année du projet Ça commence par moi, il y a eu plus de 50 contributrices et contributeurs qui ont écrit de nouvelles actions, partagé de nouvelles bonnes pratiques. Et l'année dernière, on a refait le site internet pour qu'il soit plus durable, léger, mais aussi du coup qui puisse permettre aux personnes de se loguer, de suivre leur parcours, leur progression. Et donc là, il y a eu un gros travail de remise à jour avec de nouveaux chiffres, avec la combinaison de certaines actions qui étaient parfois un peu cousines et qui marchaient un peu l'une sur l'autre. Avec la proposition de nouveaux liens. Donc il y a eu une très grosse mise à jour qui a eu lieu l'année dernière. Et donc là aujourd'hui on cumule 400 actions environ et il y en a, je dirais, au moins une centaine qui ont été écrites par d'autres personnes. C'est ça qui était intéressant aussi, de montrer que ces actions, elles sont parfois vraiment petites et donc assez dérisoires et à la fois symboliques, et cette symbolique elle est parfois intéressante, et d'autres fois complètement ambitieuse et avec un pouvoir transformateur assez intéressant, je pense, mais elles peuvent intervenir vraiment à différents moments de notre vie. Et c'est ça qui m'intéressait, qu'on soit étudiant, qu'on soit retraité, qu'on soit jeune parent, qu'on soit propriétaire d'une grande maison ou locataire d'un petit appartement. Effectivement, ouais. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi une association autour de Ça commence par moi. Pourquoi justement avoir créé une association autour de ça? C'était pour inclure tous les contributeurs? C'était pour aller plus loin? Ou
parce qu'on aurait pu aussi créer une entreprise finalement Ouais, derrière ça. Mais en fait, c'est fou parce que plus j'avance avec ces questions et plus je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que j'ai fait de manière intuitive alors qu'en fait elles ont vraiment du sens. Et l'idée de l'association, c'était effectivement de sortir du schéma consumériste, on va dire, classique, en se disant bah tiens, effectivement il y a quelque chose à faire, il y a un intérêt, je crée mon auto-entreprise ou ma SARL et puis je vais vendre mes prestations et puis j'espère me faire le max de bonus et de bénéfices. Non, là l'idée c'était au contraire de dire bah, peut-être que j'arriverai à vivre de cette initiative, mais surtout que le plus important c'est d'arriver à en faire un mouvement collectif avec l'intégralité du site internet qui est en licence libre, ça veut dire que les gens peuvent y accéder, le copier, le dupliquer, le transformer, même le vendre à condition qu'ils citent la source. Et après, le caractère associatif était intéressant parce que du coup, on peut avoir des donations, on peut accueillir des bénévoles, des adhérents qui constituent le maillage du mouvement Ça commence par moi. Et puis en plus, ça m'a permis derrière moi aussi d'avoir un statut légal pour faire des interventions, certaines fois en entreprise, parfois dans des communautés de communes, dans des lycées, des écoles d'ingénieurs, etc., etc. Et donc de profiter de cette énergie que je mettais sur ces sujets pour transmettre mon expérience et faire vivre au maximum de personnes. On parle de dizaines de milliers de personnes aujourd'hui après 5 ans là, de leur faire vivre ce que j'appelle des bulles irréversibles d'éco-citoyenneté, des actions irréversibles d'éco-citoyenneté et ben du coup d'avoir un petit pécule ensuite pour financer le nouveau site internet et d'autres actions qui effectivement demandent un petit pécule financier. Ouais, et du coup c'est vrai que donc via ce site web finalement, donc il y a eu l'arrivée du bouquin, il y a eu aussi pas mal de chroniques sur différentes radios aussi, même des passages télé, des chroniques à la télévision sur France Télévisions, hein, je crois c'est ça. Ouais, France 5 effectivement. Comment vous avez qu'est-ce que ces expériences finalement vous ont apporté? Comment aujourd'hui on est venu vous démarcher directement, donc j'imagine via ce site web, et comment finalement vous avez pu vous nourrir de ces petites expériences pour continuer à développer d'autres projets dont on va parler juste après. Ouais. D'une certaine manière, je suis un peu triste qu'on soit venu me solliciter aussi souvent ces dernières années, même si là, je sens qu'il y a eu un changement, un vrai cap qui a été franchi. Parce que voilà, quelqu'un qui porte cette éco-citoyenneté, qui a en plus envie de complexifier son message, mais de le rendre aussi accessible, sympa, rayonnant, bienveillant, enfin avec une touche d'humour, mais aussi une touche de quête du bonheur, et de dire qu'il était possible d'agir en fait pour effectivement être plus heureux, mais aussi être plus solidaire et aussi plus éco-responsable, durable, enfin reprendre notre place parmi le vivant en gros. Et célébrer le miracle de la vie, je me rendais compte qu'il y avait assez peu de personnes qui venaient en tête de radio, télé, etc., quand ils cherchaient des chroniqueurs. Et donc là, du coup, au début, j'étais un peu triste de me rendre compte que ce besoin que j'avais identifié, il était plus que réel et il y avait un manque. Et à la fois, il y a eu, depuis, et je suis loin d'être le seul à être responsable de ça, il y a eu un vrai engouement. Les marches climat ont permis de passer un vrai cap, comme je le disais, à la démission de Nicolas Hulot. Et puis, je pense que aussi tous les désastres qui vont en s'accélérant, là, on fait prendre conscience et ont donné envie au maximum de personnes de prendre la parole sur ces questions, bien conscientes que notre imperfection chronique en fait, qui est intrinsèque à notre humanité, ne peut plus légitimer notre inaction, ne peut plus légitimer le fait de ne pas pouvoir, pas vouloir, pas prendre la parole, l'assumer en tout cas, cette prise de parole, non pas pour encore une fois dire regardez tout ce que je fais de bien, regardez comme vous êtes nuls, mais regardez, moi j'y vais et j'espère que mon récit il vous permettra de vous mettre en mouvement à votre rythme, avec ce qui vous caractérise aussi, ce qui fait votre singularité. Et puis en fait, pour répondre à votre question Yves, ce qui m'a nourri dans ces expériences, même si en fait je me suis jamais dédié uniquement à ça, je fais toujours l'effort d'être sur le terrain, dans la pratique pour pouvoir alimenter mon discours, c'est que justement il est au moins aussi important de faire que de raconter. Et je pense que j'ai sans doute eu beaucoup plus de pouvoir en racontant mon changement qu'en
en le mettant en place à mon échelle individuelle, parce que le raconter, ça touche à ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire notre caractère éminemment sociable, et que finalement, quand on raconte comment on change, on met en mouvement 5, 10, 20, 30, 50 personnes autour de soi à qui on arrive directement à faire, comment je le dirais, dont on touche directement le cœur en fait, avec lesquels on arrive à rentrer en vibration pour les mettre en mouvement bien plus longtemps et bien plus rapidement que n'importe quelle alerte de scientifique. Carrément. Bon, c'est top. On va revenir maintenant sur la partie, donc il y a 2030 Glorieuses qui existe maintenant depuis un petit moment. Pourquoi avoir créé justement ce podcast? Est-ce que c'est une suite logique de toutes les expériences qui ont été faites avant? Comment c'est venu cette idée? Oui, absolument. De toute manière, il faut déjà dire que toutes les choses que je fais sont très égoïstes. C'est des questions que je me pose, c'est des choses qui me nourrissent. Pour l'instant, j'ai l'impression de tirer un fil qui ne s'est jamais distendu et qui n'a jamais cassé et qui m'amène, je ne sais où, mais qui me fait un bien fou et qui me donne vraiment l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Et donc, ça commence par moi, m'a permis de me relever en tant qu'éco-citoyen sur mes deux jambes, de me rendre compte que j'avais bien plus que le simple pouvoir d'achat en général dans lequel on enferme un peu les citoyens de notre époque et que je pouvais transformer tout un tas de choses à différentes échelles, que je pouvais réduire, que je pouvais résister, que je pouvais régénérer, que je pouvais proposer aussi des alternatives. Mais ce faisant, ensuite la question de où on va se pose. Droit sur mes jambes, avec mon sac à dos et ma casquette vissée sur la tête, la question se posait effectivement de dire mais très bien, mais je me mets en mouvement vers quoi? Quelle est ma destination? Quel est mon objectif? Et c'est là où je me suis rendu compte que si je ne faisais pas ce travail d'identification de la destination, et des destinations même, en fait, au mieux je faisais du surplace, au pire je tournais en rond et je pouvais même avoir un chemin contre-productif qui m'amènerait bien plus en arrière que ce que j'étais à l'époque. Je m'excuse pour cette métaphore un peu alambiquée, mais c'est cette idée de se dire qu'on se ressaisit de notre pouvoir et donc pour être le plus efficace, pour vraiment à mettre de la stratégie dans nos rêves, il faut les identifier, ces rêves, il faut leur donner de la couleur, de l'épaisseur et s'entraîner à les faire émerger. Et que nous, Français en particulier, être optimiste, réfléchir à un avenir radieux, c'est peut-être l'exercice le plus difficile qui nous sera jamais proposé, tant on nous a appris que l'esprit critique négatif était la quintessence de l'intelligence et que penser à quelque chose de ça pourrait être mieux, c'est aujourd'hui dans notre société presque tout le temps immédiatement taxé de bisounoursisme, de naïveté, d'incapacité à cerner le réel et à s'y adapter, alors qu'au contraire, le réel étant tellement sombre, soit on imagine le pire et on se prépare et donc de facto on se dirige vers ce pire puisqu'on n'aura plus que ça devant les yeux. C'est comme un motard qui fait de la moto et qui regarde l'entrée du virage plutôt que de regarder la sortie. S'il regarde l'entrée du virage, en fait soit il fait un tout droit, soit il y tombe, mais il n'arrivera pas vraiment à prendre la courbe comme il le doit. La même chose se dit d'un cavalier qui doit franchir un obstacle. S'il regarde l'obstacle, sa monture va se prendre l'obstacle, il a besoin de regarder au-delà. Et donc regarder au-delà, pour moi, c'était les 2030 Glorieuses, non pas pour fuir définitivement le présent et me dire tant pis, je me crée un monde imaginaire dans lequel je me réfugie et je mourrai seul et heureux dans mes rêves, mais au contraire, je vais chercher dans tous ces récits utopistes, dans toutes ces choses qui existent déjà en fait, une énergie, une direction qui va me permettre derrière, dans mon quotidien et dans toutes les décisions à venir, de pouvoir être le plus efficace dans la transformation du monde pour que cette société durable, joyeuse, solidaire, elle puisse advenir le plus vite possible. D'accord. Et donc vous avez aussi, via 2030 Glorieuses, financé avec succès via la plateforme de crowdfunding éthique Zest, la création d'un guide. Donc justement ce guide des conversations utopiques. Pourquoi ce guide et qu'est-ce qu'on y trouve vraiment à l'intérieur ? C'est tellement génial ces voyages en 2030 Glorieuses que je fais, qu'à chaque fois que je fais quelque chose qui me plaît, j'ai envie de le partager. Et surtout, je constate que, encore une fois, si on veut qu'il y ait un vrai changement, une vraie rupture, un point de bascule, il faut qu'on massifie ces mouvements de compréhension, mais aussi de passage à l'action. Et en l'occurrence, là, puisqu'on parle des 2030 Glorieuses, de création de nouveaux imaginaires. Et donc, le guide des conversations utopiques, c'est une sorte de trame qui va permettre aux gens qui vont l'utiliser
de vivre ce voyage en 2030 glorieuse comme je l'ai vu dans chacun des épisodes de mon podcast pour, encore une fois, avec leurs amis, avec leurs collègues, avec leur famille, pendant 2 heures, ouvrir une bulle d'utopie réaliste et se projeter dans un monde à 10 ans où tout serait possible et où ils vivraient mieux. Et de caractériser ce que ça veut dire de vivre mieux, de regarder ensemble, grâce au pouvoir de son imagination, quels ont été les grands leviers d'action pour réussir à atteindre ce vivre mieux, ce buen vivir, comme dirait Patrick Vivray, et derrière de faire un peu marche arrière pour se rendre compte petit à petit du prochain pas qui nous attend pour marcher en 2030 glorieuse, avec le bon espoir que cet exercice va donner envie à celles et ceux qui l'auront pratiqué de le refaire avec d'autres, de le refaire aussi peut-être de manière un peu plus individuelle, de manière un peu plus introspective, et puis de temps en temps, quand ils se sentent perdus, quand il y a une rechute dans son énergie, d'utiliser aussi le voyage en 2030 glorieuse pour comprendre pourquoi on est là et se rappeler à quel point il y a des choses extraordinaires qui nous attendent, à condition qu'on se retrousse sincèrement les manches et, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qu'on soit vraiment ambitieux et rayonnant dans notre transformation. Ouais, non, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant d'ambition et de rayonnement, il y a pas mal de petits projets qui émergent effectivement de pareil là, un peu partout. Et il y a aussi, donc j'ai vu ça, le label Imago, où on peut trouver justement 2030 glorieuse, avec donc des projets de podcasts, de films documentaires qui sont engagés et inspirants. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de plateforme justement qui se mettent en place ? Je l'ai déjà un peu dit, finalement, à travers ma participation à différents médias, je me suis rendu compte que raconter le changement, c'était au moins aussi important que de le mettre en place, ce changement. Ouais. Et donc, il faut le maximum de lieux, d'espaces, de médias, de plateformes où on pourra aller nourrir sa soif de compréhension, de présentation de nouvelles alternatives. Et malheureusement, dans le champ médiatique classique, possédé majoritairement par des milliardaires, la présentation de ces alternatives en rupture totale avec notre système actuel est très rare. Au mieux, c'est un verdissement un peu coupable. Et Imago TV, au contraire, là, c'est vraiment... ils se présentent comme le Netflix éco-citoyen. Et c'est une plateforme où on peut se former à ces questions, puisque quand je disais tout à l'heure qu'en tant que... grâce à Ça commence par moi, j'ai réussi à me lever sur mes 2 jambes d'éco-citoyen. Il y en a une qui était une jambe qui représente l'action du quotidien et toutes les choses qui vont avec, mais l'autre aussi, c'est la compréhension, c'est l'apprentissage qui doit être remis au cœur de nos vies. Et cet apprentissage, il se fait alors forcément, on pense tout de suite avec un cursus scolaire, des formations ponctuelles que propose notamment l'Institut des futurs souhaitables, AnimaCop, Avenir climatique grâce à ses super MOOC. Là, en ce moment, on entend beaucoup parler des fresques, et notamment de la fresque du climat, la fresque des nouveaux récits, la fresque de la biodiversité, etc., etc. Mais il y a aussi cet apprentissage qui est dans des livres, la collection Anthropocène du Seuil, par exemple, toute la collection du domaine du possible d'Actes Sud, et j'en oublie, dans les magazines, avec Socialter, avec Kaizen, avec Uzbek Erika, et forcément dans les documentaires, les podcasts, les séries vidéo, et il y a un bon condensé qui se retrouve sur Imago TV, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et il y a tout un tas de podcasts aussi qui, eux, se sont dit, rassemblons-nous, puisque nous tentons de défricher à peu près les mêmes sujets, rassemblons-nous sous un label pour montrer que ensemble, on va beaucoup plus loin. Carrément, oui. Et alors, tout à l'heure, vous disiez que c'est important donc l'action, mais également aussi donc de parler de ces actions-là. Est-ce que vous avez, avec toutes les activités que vous faites, est-ce que vous avez encore le temps justement de faire des actions humanitaires, des actions collaboratives, tout ça, dans l'économie sociale et solidaire et autres ? Alors les actions humanitaires, moi j'avoue que du coup ma carrière dans ce milieu-là a été un peu arrêtée net à mon retour en France et j'en suis pas mécontent, même si je continue à suivre de plus ou moins loin les ONG pour lesquelles j'ai travaillé et un peu ce milieu. J'ai 2-3 amis qui continuent dans ce domaine. Par contre, je continue à être pleinement impliqué dans la transformation de mon quotidien, mais aussi de l'espace dans lequel je vis, dans le quartier, dans la communauté dans laquelle je vis. Et là, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, que ce soit
soutenir les commerçants locaux, que ce soit participer à la boîte à dons qui est dans mon quartier, ou j'en dis quelques-uns pour pas non plus trop faire durer ce podcast, mais rejoindre l'association de compost qui est aussi sur la place à côté de chez moi et qui permet de revaloriser ces déchets organiques. C'est quelques exemples qui me viennent en tête, mais qui font qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de réussir enfin à réduire un peu mon implication professionnelle, qui pourtant a du sens avec Ça commence par moi, en passant au 4-5e, pour pouvoir me consacrer plus à ma famille, mais plus aussi à la transformation du milieu dans lequel je vis directement. D'accord. Et aujourd'hui, donc vous êtes entrepreneur, non ? Vous avez créé votre entreprise ? Comment du ça coup, se passe, non ? Ça commence par moi étant un mouvement collectif. Le bureau de Ça commence par moi est formé de plein de personnes inspirantes et ils ont accepté de me prendre en tant que salarié de l'association. Donc ça, c'est mon activité à plein temps. D'accord. Et à côté de ça, c'est génial. Je peux travailler sur tout un tas d'autres choses, mais c'est sûr que là, la majorité de mon temps est dédié à 2030 Glorieuse et aux ateliers que j'anime pour faire voyager le maximum de personnes en 2030 Glorieuse. Et de temps en temps aussi, on m'appelle pour raconter l'expérience Ça commence par moi et pour animer des ateliers, des temps d'échange sur ces sujets pour que le maximum de personnes puissent se rendre compte à quel point on a du pouvoir et passer à l'action le plus vite possible. D'accord. Et du coup, alors, moi j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront justement cette fibre un peu éco ? Alors, on peut mettre plein de choses derrière le mot éco, mais... En fait, l'humanité, elle a cette fibre. C'est juste que nous, on l'a vécu, Yves, hein. On est passé par cette moulinette de destruction de notre lien à la nature, de destruction de notre sensibilité propre, de notre créativité, de notre capacité à montrer de l'entraide, de la solidarité, de la générosité, de la gratuité dans nos échanges. Beaucoup de choses se sont jouées sur les bancs d'école et puis ensuite à travers tout un tas de temps qui reviennent chaque année où on nous dit à quel point c'est génial de surconsommer, à quel point c'est génial de se goinfrer de viande et de denrées animales, à quel point c'est génial d'être absolument le meilleur et que si on n'est pas le meilleur, on voit rien. Et qu'en plus, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre activité, tous les jours, on sera exposé à des dizaines, des centaines, voire des milliers de messages qui diront qu'on n'est jamais assez beau, jamais assez grand, jamais assez mince, jamais assez musclé, jamais assez intelligent, jamais assez drôle, jamais, 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 et que la seule chose qu'on doit faire, c'est acheter, consommer, accumuler, gaspiller, jeter encore et encore et encore. Donc nous, on est maintenant un peu plus vieux que cette génération dont vous parlez, donc on va devoir faire toute notre vie le travail de désapprendre pour reprendre cette place parmi le vivant. Mais les générations qui sont déjà là d'ailleurs, je leur souhaite d'arriver à préserver au maximum cette humanité qui est en nous en fait dès la naissance et qui est un cadeau qu'on doit préserver le plus possible. Comment on peut du coup contacter, continuer à suivre donc le site internet, c'est ça commence par moi.org tout simplement. Ouais, tout simplement, le site internet, mais en fait surtout maintenant la mise à jour elle se fait sur les réseaux sociaux. Si vous préférez plutôt recevoir un mail de temps en temps, j'en envoie un toutes les 2 semaines à travers la newsletter de Ça commence par moi, mais sinon après les podcasts se retrouvent sur Imago, sur l'appli de podcast préférée avec laquelle vous écoutez les podcasts, et puis il y a les réseaux sociaux. En ce moment j'essaie d'être un peu plus présent sur Instagram que sur Facebook, parce qu'Instagram il y a quand même ce vent bienveillant, cette possibilité d'échanger plus que ce qui se fait sur Facebook, où le réseau est un peu passé de mode, et de toute manière les algorithmes aujourd'hui ont un jeu qui est vraiment terrible, mais sinon sur Facebook les gens retrouveront quand même tous les événements auxquels je participe, et là les événements ayant un tout petit peu repris, j'ai la chance d'être 1 ou 2 fois par mois à droite à gauche pour continuer à rencontrer les gens et à leur partager mon expérience. D'accord, super. Merci beaucoup en tout cas Julien pour cet échange. Avec plaisir, Yves. Merci. Et puis j'invite bien évidemment tous les internautes qui ne connaissent pas encore Ça commence par moi à aller faire un tour donc sur internet. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode hors série de l'été 2021 de Génération Éco. J'espère que vous avez passé un bel été en notre compagnie.
On se retrouve début septembre pour la saison 3 et d'ici là, portez-vous bien et partagez les différents épisodes de Génération Echo.